Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien s'abonner en dessous et activer la petite cloche parce que c'est super important pour moi. Ça me permet d'avancer sur la chaîne, ça me permet de recevoir plus en plus de colis et de nouvelles machines à vous présenter. Et là en fait ce qui se passe c'est que la machine que j'ai reçue aujourd'hui, c'est une machine qui m'a été proposée par un nouveau partenaire. Alors la boutique ça s'appelle TomTop. C'est une boutique dans le même style que Gearbest, AliExpress et tout ça, sauf que là en fait c'est TomTop. Et du coup, j'ai été voir un petit peu sur leur site et il y a franchement pas mal de produits qui sont intéressants dessus. Ils travaillent avec Creality notamment. Et il y a pas mal de petits produits que j'ai repérés dessus que j'aimerais bien leur négocier pour pouvoir les tester par la suite. Donc on verra ce que ça va donner. C'est pour ça, là je vais essayer de faire une bonne vidéo pour eux et en même temps pour vous parce que du coup ça fait un petit moment que je voulais tester ce produit-là en même temps. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour présenter une graveuse laser. Alors une graveuse laser, mais qui va nous permettre de faire aussi des petites découpes sur des matériaux un petit peu, enfin des matériaux fins, hein, genre du contreplaqué, du MDF, mais assez fin, hein, pas des trucs non plus de 10 mm d'épaisseur. On pourrait, mais il faudrait faire des passes monumentales pour faire ça. Donc là, du coup, on se retrouve pour une graveuse laser. Alors c'est une graveuse laser avec une diode. C'est pas comme un laser CO2. Alors d'entrée de jeu, je vais vous dire tout de suite, ce genre de machine-là, certains vont me dire ouais mais le laser CO2 c'est plus puissant et tout ça, c'est plus cher aussi. Un laser CO2, on va avoir besoin déjà de plus d'espace parce qu'un tube laser ça mesure en général au moins 80 cm de longueur. Parce que j'avais déjà construit une laser CO2, pour ceux qui ne savent pas, en fait, vous pouvez regarder dans mes anciennes vidéos, j'ai construit une laser CO2 complète, enfin une machine complète quoi. Une découpeuse laser CO2, c'était une 40 watts, c'est pas du tout la même chose. Là, on se retrouve en fait pour présenter l'Atom Stack A5 Pro. Alors, c'est une laser qui est donnée pour une puissance de 40 watts. Mais attention, 40 watts, ce n'est pas la puissance du laser, c'est la consommation de la machine. La machine en elle-même va consommer 40 watts. Le laser en lui-même, la laser diode, elle aura une sortie optique, une puissance de 5,3 watts à peu près. J'ai regardé dans leur mesure. Alors, j'ai pas de testeur de laser, hein. J'en avais un pour mon laser CO2, mais malheureusement, je l'ai revendu entre temps. Et en fait, c'est une petite télécommande qui vous permet de tester la puissance du laser optique. Après, j'ai regardé différents tests sur Internet de cette machine-là, en Chine et tout ça, là-bas. Et ils testent leur laser. Et du coup, cette lentille laser, ils l'ont testée à peu près 5,3 à 5,4 watts en puissance optique. Sur un laser diode, c'est quand même déjà assez causant. On peut quand même déjà faire des petites choses. On va pouvoir faire de la gravure, du coup, sur différents matériaux. On va pouvoir graver sur du bois, du plexi. Alors, le plexi, hein, ce que j'appelle le plexiglas, c'est le vrai, hein, le PMMA. Ou sinon, on peut avoir le verre synthétique ou des trucs comme ça. Mais alors, le verre synthétique, c'est pareil, il faudra faire attention quand on va faire de la gravure dessus, ou même de la découpe, parce que c'est une matière qu'en fait, ce qui se passe, déjà avec le laser CO2, je l'avais à l'époque, ce petit problème, c'est que quand on découpe, le problème, c'est que ça fait des chocs thermiques, et sur cette matière-là, des fois, ça fait des fissures, et en fait, c'est pas très bien gravé. Le plexi ne fait pas ça. Le vrai, hein, je parle du vrai plexi, celui avec les... Quand on le reçoit, il a déjà un autocollant, enfin une espèce de papier collé par-dessus. Et normalement, on le découpe avec le papier pour justement éviter que le plastique n'éclate de partout. Et en plus, le plexi, c'est pareil, c'est une matière qui reflète. Et avec les lasers, il faut faire très attention, il ne faut pas graver des matières qui reflètent si vous n'avez pas les protections et tout ça. Normalement, je pense qu'il y a des lunettes fournies avec pour faire attention aux yeux et tout ça. Enfin, tout ça pour dire, là, on travaille sur une machine qui est dangereuse. Hein. Il faudra faire très attention si jamais c'est la première fois que vous en avez une. C'est un laser, c'est pas un jouet, c'est hyper dangereux, faites très attention. Déjà, prendre pas mal de consignes de sécurité sur tout ça. Le laser, on va pas le mettre dans une pièce où on va travailler tous les jours, hein, genre le salle à manger, on va pas le mettre dans un salon non plus. Ce genre de machine-là, je vous le dis tout de suite, ça va être dans un garage ou dans une pièce ventilée ou un caisson fermé avec une extraction d'air vers l'extérieur. Tout simplement parce que quand on va faire de la gravure ou de la découpe, ça va générer des fumées. Le bois va fumer ou même les matériaux plastiques et c'est très toxique, c'est très dangereux. Ça, je vous le dis tout de suite, hein, avant de t'attaquer la machine, c'est super important de faire attention à ça. Parce qu'on manipule des lasers, on commence à brûler des matières et tout ça. C'est beaucoup de gages de sécurité à prendre en compte. C'est pareil, les enfants, tout ça, ne les mettez pas à côté de cette machine-là, c'est très dangereux. On ne travaille pas avec des enfants. Ou alors, il faudra acheter des paires de lunettes exprès pour que les enfants puissent regarder la pièce en train de travailler. Mais ne pas manipuler, mettre les mains sur le plateau ou quoi que ce soit pendant que la machine travaille, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux, on ne fait pas de bêtises avec ça. J'avais eu beaucoup de remarques à l'époque où j'avais publié mes vidéos sur le laser CO2 parce qu'on me disait que je faisais pas attention. Mais quand je faisais mes tests, il n'y avait personne en face et la fenêtre, elle pointait sur un horizon à plus de 2 km, il n'y avait personne. Donc le laser, avant que ça touche quelqu'un, en plus j'avais des lunettes de protection. J'ai des lunettes exprès pour le laser CO2, parce qu'en fait le laser CO2 par exemple c'est un faisceau qu'on ne voit pas. J'ai des lunettes de protection qui protègent justement ces longueurs d'onde là, qui font que
je peux regarder le truc qui travaille. Par contre, je vais pas foutre les yeux face au laser. Ça, c'est clair et net. Les lunettes, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour protéger les reflets éventuels du laser qui travaille. Là, l'avantage, c'est qu'on a un laser diode, donc un laser bleu. On voit le faisceau, on le voit, mais il faut pas le regarder. Il faut mettre les lunettes et c'est vraiment fait exprès pour regarder si tout se passe bien, mais pas pour aller regarder la lentille. Donc voilà. C'était ma petite période de sécurité super importante. On va voir ce que c'est capable de faire et dans un premier temps on va le monter. Déjà je vais vous le déballer, on va l'assembler et je vous ferai ensuite des petits essais. Je vais graver sur pas mal de petites choses. Il faut que je récupère du bois parce qu'en fait je pense que normalement ils donnent des petits échantillons de bois avec, mais il faudra que je récupère du MDF, des petits trucs comme ça. J'ai des petites chutes de bois, là, de bois de palette. Des fois, ça peut être sympa aussi pour graver. Quand vous faites, par exemple, moi, je récupère beaucoup de palettes pour fabriquer des meubles et tout ça. Par exemple, ça, là. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire des petites décos. Alors, le gros avantage sur ces machines-là aussi, c'est que, en fait, c'est des petites machines qui sont hyper légères. Contrairement, justement, à un laser CO2. Un laser CO2, en général, c'est une machine complète, avec refroidissement liquide, extracteur d'air, enfin, la totale. Et en général, c'est des machines qui font plusieurs dizaines de kilos. Hein, et en plus, le coût, ça va pas du tout être le même. Un laser CO2, bon, certains vont me dire, ouais, on a des petits lasers CO2 maintenant à 250, 300 euros. Ouais, sauf que tu fais du 30 par 20. Et en général, c'est des tubes laser de 40 watts, mais très très bas de gamme. C'est des tubes que vous allez trouver à 50 euros. Mais c'est des tubes qui vont durer un millier d'heures. Et le tube, il sera mort. Hein, il faudra le changer parce qu'un tube laser, c'est inconsommable aussi. Il faut le changer. Et il y a un nombre d'heures limité. C'est pareil pour les lentilles comme ça, de toute façon. Enfin, les lasers à lentilles, les diodes, c'est limité aussi. Mais là, on va se retrouver avec une machine, rien que le carton, là, ça fait même pas 9 kg. C'est vraiment des petites machines. Alors, une surface de travail quand même de 40 cm sur celle-ci. J'ai regardé la notice avant, on a 40 cm par 40 cm, c'est pas rien. C'est intéressant. On travaille sur GRBL du coup, et on va avoir donc une machine qui est faite en profilet d'aluminium, ce qui veut dire qu'on peut l'agrandir, on peut la modifier à la volée. Et GRBL, l'avantage c'est que dans le logiciel, j'ai regardé, hein, c'est laser GRBL, on peut modifier toutes ces valeurs, on peut agrandir la surface de travail. On a le laser en fait, on a le laser. En fait, ce qui coûte le plus cher dans cette machine-là, c'est le laser. Le reste, c'est que des pièces mécaniques de base, c'est des roulettes Veslot, c'est des pièces en aluminium, des profils en aluminium simples. C'est vraiment simple. Le châssis en lui-même, il y en a pour une trentaine d'euros, je pense. Le plus cher là-dedans, c'est le laser. Du coup, après, vous n'êtes pas obligé de les bidouiller, hein. C'est pas obligatoire. Je vous dis juste que si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez la modifier, l'agrandir, faire ce que vous voulez. C'est totalement open source ce genre de système-là, GRBL, laser. Donc ensuite, l'avantage du coup, c'est que c'est des machines hyper légères. Donc du coup, vous avez juste à prendre votre machine et vous pouvez par exemple venir graver ici. Vous posez la machine là et en fait, vous allez graver sur cette surface-là. Vous n'êtes pas obligé de graver sur des plaques, des matériaux et tout ça. Vous pouvez directement les graver sur les surfaces où vous l'avez gravé. Par exemple, vous avez un meuble, vous ne voulez pas démonter la porte du meuble. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est en fait, vous prenez vous pouvez prendre des sergents par exemple, et en fait, vous allez fixer la machine. Bah, après, vous n'êtes pas obligé de prendre ce système de sergent, vous pouvez vous fabriquer un système à vous. Et en fait, avec ce système-là, vous pouvez fixer la machine laser sur la porte du meuble. Vous mettez votre PC portable à côté en JRBL, vous tapez votre code, enfin, vous importez votre fichier que vous voulez graver, et là, vous pouvez graver directement sur la porte du meuble avec cette machine-là. Et ça, c'est un gros avantage parce qu'on peut graver sur n'importe quoi. On peut aller graver sur des trucs à l'extérieur. Par exemple, on va prendre, je sais pas moi, on va tirer une rallonge, hein, on va avoir de l'électricité en plus, et on va prendre le PC portable et on peut aller graver du GRBL là où on veut. Enfin, on peut graver du laser, quoi. C'est super pratique. Moi, il y a des décos que j'ai envie de faire pour l'atelier, par exemple. Je vais pouvoir faire pas mal de choses avec ça parce que c'est léger. Contrairement à un laser CO2, on va devoir avoir le grosse machine où on va devoir être limité à la surface du plateau qu'on a à l'intérieur du laser CO2. Après, on peut monter aussi des lasers CO2 verticaux et tout ça. Mais là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une machine. Déjà, c'est bien pour débuter, ça va être cool. Alors, comme je vous disais, n'oubliez pas la première partie que je vous ai dit, la sécurité, c'est super important. Faites très attention à ce genre de machine-là. Ce n'est pas des jouets. Il faut faire très attention. Donc, comme je vous disais, pour débuter, ça peut être très intéressant pour découvrir la gravure et même la découpe laser. On va pouvoir commencer à faire des petites choses. Alors, j'ai regardé, la lentille laser est donnée pour 1600 heures. Ce n'est pas rien, c'est pas rien, franchement, ça peut être intéressant. Alors, 1600 heures en utilisation intensive. C'est-à-dire que si on fait de la gravure, le laser, on va l'utiliser à une vingtaine de pourcents sur différents matériaux. Ça va être ajusté en fonction de ce que vous allez découper, ce que vous allez graver, tout ça. Tous ces réglages-là, je vais vous en reparler après. De toute façon, je vous montrerai les essais que j'ai faits, les découpes que j'aurais faites. Et du coup, par rapport à ça, je donnerai à peu près des réglages que j'ai utilisés dans ces matériaux-là. Donc du coup, on va passer au déballage. Je vais déballer la machine, le carton. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Et après, on va procéder à un assemblage. Alors c'est pareil, quand vous ouvrez vos cartons et vos cuitters comme ça, faites très attention des fois parce qu'il peut y avoir des choses dessous.
genre des fois des notices, des trucs comme ça, et des fois des notices, ils les foutent par-dessus la mousse. Ça m'est arrivé une fois, bah, j'ai tranché une... Bah, regardez. Et mon coup de cutter, il n'est pas passé loin. Donc on a la notice Atomstack A5 Pro, alors on a différentes langues, anglais, allemand, français, italien, espagnol, puis polonais apparemment. Du coup, bah, ça a l'air d'être assez... Enfin, je veux dire, ça a l'air d'être assez simple. Alors, la mousse... Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Un peu de poussière. Alors, dans un premier temps, on a le câble USB qui nous permet de le relier à l'ordinateur. Alors du coup, ces machines-là ne fonctionnent pas avec des cartes SD, hein, micro SD ni quoi que ce soit. Il faut avoir l'ordinateur pour la piloter via laser. Alors c'est laser GRBL, c'est un logiciel open source. De toute façon, je vais vous le montrer après en détail. Alors, ensuite, on a une espèce de sachet avec pas mal de petites choses. On a quoi? Des outils, des petits échantillons de bois pour travailler. Et on a des petits sachets, je pense, pour la visserie. On va regarder après ce qu'il y a dedans. On a le transformateur, 12 volts 5 ampères. Ouais. Bon après, ceux-là, ils les mettent avec toutes les machines. J'ai exactement les mêmes pour toutes mes machines résine, c'est exactement les mêmes. J'ai l'impression qu'ils ont un fournisseur officiel là-bas, enfin, je veux dire, ils ont galé, quoi. Les petites lunettes de protection que je vous parlais au début, lunettes de sécurité, hein. Alors, c'est toujours mieux de s'en récupérer une deuxième paire si jamais vous travaillez avec vos gosses ou avec votre compagne ou votre copain. En fait, c'est toujours intéressant d'en avoir une deuxième paire. Vous pouvez en trouver sur AliExpress ou même sur TomTom, je pense qu'ils en ont peut-être. C'est toujours intéressant d'en avoir une deuxième paire parce que si jamais vous manipulez avec la personne et que vous voulez lui expliquer des choses et tout, il vaut mieux qu'elle ait ses propres lunettes à côté pour se protéger les yeux au cas où. Donc ensuite, on a le module laser. Alors, je vais l'ouvrir. Hop, module laser donc. Alors, bon, dessus, il n'y a rien de marqué, hein. Alors, techniquement, c'est un laser, donc du coup, comme je vous disais, alors la puissance de consommation totale de la machine, c'est 40 watts environ. Là, on va avoir donc du coup une sortie optique de 5,4, 5,3 à peu près, c'est ce qu'ils ont mesuré. Ça devrait être intéressant pour découper pas mal de choses. Donc, on a une focale qui apparemment est optimisée par rapport, parce qu'ils avaient sorti le Atomstack A5. Le A5 Pro, apparemment, il a une focale qui a été améliorée. En fait, je pense qu'ils ont dû modifier au niveau de la lentille pour avoir vraiment un point le plus précis possible. Ça, c'est intéressant quand on fait de la découpe ou même pour faire de la gravure. C'est vraiment intéressant d'avoir quelque chose de précis pour faire des lettrages. Même quand on fait une découpe, par exemple, je ferai des découpes de cercle et on vérifiera au pied à coulisse si c'est la bonne cote. Donc, du coup, on a une petite buse ici qui permet de protéger. Ça, c'est pratique. Et du coup, en fait, ce qui est bien, c'est que le ventilateur va souffler à travers du corps. Et comme on a une espèce de petit évent ici, l'air va venir ici et ça soufflera, ça évitera que la fumée remonte dans la petite cheminée là. Ça, c'est vraiment intéressant. Au final, c'est cool qu'ils aient fait ça. Donc après, on a une petite carte d'alimentation ici qui pilote justement le laser. Alors ça permet justement de piloter l'impulsion du laser qui clignote plus ou moins vite, hein. Ça permet de piloter la diode. Parce que la carte électronique en elle-même, je pense qu'elle ne serait pas capable de faire ça. Elle envoie le signal, en fait, c'est juste ça qu'elle envoie, quoi. Après, c'est ici tout le petit système qui alimente, quoi. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a le bloc, on a une petite brosse qui a suivi avec là. Alors ça, c'est une petite brosse, je pense que ça permet de nettoyer, ici, hein, si jamais des fois on a un petit peu de crasse qui se forme, de brûlure ou quoi que ce soit, parce que ça peut arriver que des fois il y a des matériaux qui prennent feu si vous réglez trop puissant le laser sur certains matériaux, genre si vous faites de la gravure de papier, parce que vous pouvez faire de la découpe de papier également, vous pouvez faire du dessin sur du papier ou même de la gravure, hein, sur du papier, du carton, tout ça. Si jamais ça prend feu, ça peut arriver qu'ici ça mette un peu de crame, de carbone, quoi, et que ça soit dégueulasse. Du coup, ça vous permet de nettoyer ça. Mais ça peut également vous permettre de nettoyer vos brûlures sur vos pièces, enfin découpées ou gravées. Hein, vous allez voir du noir qui va se former, vous pouvez gratter un petit peu avec cette petite brosse. Donc ici, on a le bloc principal. Donc, c'est le bloc qui contrôle tout. On va ouvrir ça. Donc on a la carte mère qui se trouve à l'intérieur, une carte mère en GRBL avec 2 steppers. Je vous mettrai une photo sur le côté, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble à l'intérieur. On a les câbles qui sont déjà pré-montés, il n'y a rien à s'embêter à faire. On a le port USB ici et le port d'alimentation qui servira à brancher le transformateur. Ensuite, on va avoir les petites plaques de montage. Alors, c'est normal qu'il n'y en ait que 3, hein, j'ai regardé vite fait sur la notice. Il n'y en a que 3 tout simplement parce qu'en fait, la quatrième, c'est le bloc d'alimentation, enfin le bloc de contrôle de la carte mère qui fait le 4e pied sur le châssis. Ensuite, on va avoir le portique qui est déjà préassemblé. Il y a un petit sachet anti-humidité, c'est cool qu'ils en aient mis un. On a un contrôle qualité ici pour dire que ça a été validé. Ça a été validé, mais ils n'ont pas serré les roulettes exprès pour éviter qu'elles s'abîment pendant le transport ou qu'elles s'abîment pendant l'entrepôt, hein. Quand les machines sont stockées en entrepôt, si les roulettes sont stockées... Enfin, en fait, vous voyez, c'est des roulettes V-slot, enfin V-wheel. Et du coup, on a quand même des excentriques à régler.
Et s'ils sont trop serrés, le problème c'est que les roulettes à force elles prennent la marque. Donc du coup ils ne les serrent pas, comme ça évite qu'elles prennent la marque. On a du coup un axe ici qui va venir être piloté de chaque côté. En fait c'est le même moteur qui va piloter les deux côtés, ce qui fait que comme ça avance bien parallèlement aux deux axes. Comme ça on n'a pas de problème de laser qui ferait ça en fait, enfin les axes qui bougeraient qui oscilleraient en fait. Voilà, donc ça on va le poser là. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Le câble 220 qui va avec le transformateur. On a un profilé avec des graduations. D'ailleurs, on a des graduations qui se trouvent également sur l'axe X ici. Hein. Alors, les graduations vont jusqu'à 410 ici et elles vont jusqu'à 400 ici. C'est à peu près la surface de travail qu'on va avoir. Hein. C'est à peu près ce qu'ils disent sur le site. Ensuite, on a le deuxième côté qui est ici. Et je vais regarder s'il reste quelque chose dans le carton. Alors oui, il reste, logiquement, oui, il reste les profilés avant-arrière. Donc ça va être l'avant. Et ça, c'est l'arrière avec le logo Atomstack. Alors, il n'est pas gravé, il est peint. Ouais, c'est peint sur le profilé. Par contre, je trouve que la couleur est vraiment sympathique. Je ne sais pas si vous aurez le rendu à la caméra, mais en fait, le rendu, ça fait une espèce de violet anonisé. En fait, c'est vraiment beau, je trouve. C'est vraiment sympa. Et j'ai regardé Atomstack, en fait, c'est leur thème de couleur, parce qu'ils font des imprimantes 3D qui ont le même thème de couleur. Tous leurs profilés, maintenant, sont de ce style-là. Et je trouve que c'est vraiment sympathique, parce que ça sort du lot un petit peu, ça sort du noir ou du gris. On a des couleurs en plus. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder au montage étape par étape. Je vais suivre le manuel et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour le montage. Donc du coup, j'ai fait un peu de place. J'ai sorti tous les petits sachets. Alors dans l'espèce de petite poche qu'il y avait, là je vous avais dit qu'il y avait des échantillons, il y avait également les outils. Il y a une clé plate qui va nous permettre de régler les excentriques, des petites clés BTR, des petits colliers pour fixer le câble si on veut faire un câble management propre. Ensuite, on va voir. Alors les différents sachets sont numérotés step 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'ai regardé dans le manuel, ça fonctionne exactement pareil. Chaque étape va correspondre à un sachet. Du coup, vous allez avoir l'étape 1, il y aura par exemple là 8 vis, là 8 vis. Après, en fait, à chaque étape, on va faire l'assemblage. Donc allez, c'est parti pour l'assemblage. Il nous donne 20 minutes d'assemblage, grand max. Donc c'est parti. Donc ça, on va le pousser. J'ai regardé le manuel, je le connais à peu près par cœur du coup. Donc du coup, on va commencer par l'étape numéro 1. Alors l'étape numéro 1, ça va consister à assembler le châssis. Alors, ce que je vous conseille de faire, moi, quand vous allez assembler le châssis, alors du coup, je vous conseille de prendre une équerre. Alors, vous pouvez en trouver une dans le sac de vos enfants, s'ils en ont en plastique. Alors, c'est parti. Donc, du coup, on va assembler tout ça. Alors, du coup, ça se met... En fait, vous voyez, vous avez des trous ici pour les vis. Il y a un côté qui est tout petit, et en fait, le côté qui est plus grand avec l'ouverture, ça sert à mettre la vis. Donc, du coup, ça se met comme ça. La graduation, vous mettez le 0 face à vous, là, si vous êtes de l'autre côté. Et en fait, après, ça va se mettre comme ça. Le logo A5 va se mettre à l'arrière, comme ça. Et ici, ça va se mettre comme ça. Là, on va fixer comme ça. Ça, c'est la première étape. Donc, c'est parti, on va assembler tout ça. Alors, en fait, l'équerre va nous servir à venir se plaquer ici et ça va nous permettre de vraiment bien caler le châssis, qui soit perpendiculaire de tous les côtés et qu'on soit vraiment bien assemblé. Après, techniquement, les trous sont faits de telle façon que normalement, c'est prévu pour. Alors, la petite tétine que vous voyez ici, en fait, vous en aurez d'autres à assembler. Après, j'ai regardé l'étape numéro 5, on en aura d'autres. Et en fait, c'est ce qui va nous servir de capteur de fin de course manuel. Parce qu'en fait, on n'a pas de fin de course mécanique sur ces machines-là, enfin électronique. Hein, c'est à vous de définir un point d'origine. Donc c'est parti, on va assembler tout ça. Voilà, donc l'étape numéro 1 est finie. Alors on peut bloquer tout hein, quand on a contrôlé avec l'équerre. On va passer à l'étape numéro 2. Alors l'étape numéro 2, ça va pas être compliqué. On va prendre le deuxième sachet qui est ici. Là, on va avoir toutes les petites vis qui vont nous servir à fixer les différents pieds. Mais avant de mettre les pieds, on va devoir prendre l'axe X et on va devoir venir le mettre sur le châssis qu'on vient de monter. Hop. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que les pieds vont servir de... En fait, ça ne pourra plus rentrer quand il y aura les pieds. Donc du coup, c'est parti, c'est pas compliqué, on va monter les pieds. Alors vous voyez, il y a un petit cran ici. Ce petit cran va venir se caler du côté de la sortie de l'extrusion ici. Après, c'est pas compliqué, en fait, c'est directement fileté dans le profilé. Vous n'avez même pas besoin de mettre des slots ni quoi que ce soit.
Et du coup, comme je vous disais, le quatrième pied, alors vous voyez, c'est super léger, hein, ça se soulève franchement simplement. Après, évitez d'attraper par la tige en dessous, là, il ne faut pas la tordre, parce que si vous la tordez, ben, votre axe ne sera plus fonctionnel correctement. Voilà, donc les 4 pieds sont montés, maintenant on vérifie que tout est bien à plat sur la table, et on serre tout. Voilà, tout est nickel. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour brancher les câbles. Comme ça sera fait, ça évitera que ça se balade. Donc le câble qui est tout seul ici, c'est le Y. Tac. Et les 2 câbles ici. Donc du coup on en a un, c'est le X. Et le dernier, on le branchera quand on aura fixé la tête laser. Comme ça au moins j'ai rien qui se promène, c'est moins chiant pour manipuler. Donc voilà, c'est parti, on va passer à l'étape numéro 3 maintenant. Donc on se retrouve pour l'étape numéro 3. Alors l'étape numéro 3, vous allez avoir les 2 courroies qui vont se monter de chaque côté, qui sont déjà précoupées à la bonne longueur. Ensuite vous allez avoir les petits caches qui vont venir se mettre en bout de profilé pour finir l'esthétique. On va avoir les petits slots ici qui vont nous servir à fixer la courroie de chaque côté. Donc c'est parti, on va installer les courroies. Alors pour installer les courroies, c'est pas compliqué, vous allez les prendre comme ça. Et en fait, il faut la faire passer sous une roulette. Je vais vous montrer. Vous prenez une clé comme ça, si vous voulez l'attraper plus facilement. Vous la faites glisser comme ça, vous la poussez. Vous attrapez la courroie, vous la faites passer par-dessus la poulie. Et vous la refaites passer par-dessus la dernière roue. Comme ça, elle va sortir de ce côté. Hop. Voilà. Et là, si on arrive à l'attraper, on la chope comme ça. Et là, voilà, on n'a plus qu'à l'amener jusqu'à devant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'amener en bout de profilé. Derrière, si ça dépasse, c'est pas grave, on a la longueur suffisante. On le recoupera à la fin. Donc, on va prendre le petit slot ici. On prend une clé BTR à la bonne taille. Vous le serrez légèrement. Et en fait, le but, c'est de l'amener dans le profilé et de le faire pivoter dans le profilé pour qu'il se cale les 2 mâchoires. Voilà, comme ça, les toutes petites mâchoires du T-slot sont calées. Vous allez essayer de serrer la courroie, mais il ne faut pas trop la serrer pour pas qu'elle se mette de travers. Parce que si elle se met de travers, en fait, ça va moins bien, ça va pas la guider correctement. Il faut vraiment serrer, voilà. Là, c'est bon. On tire pour voir si ça glisse pas. Là, c'est bon, ça bouge plus. Nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, on va pas serrer l'arrière tout de suite. On le fera à la dernière étape. Pourquoi? Parce qu'on va caler celle de ce côté-là maintenant. Et on serrera de façon à ce que les 2 courroies soient bien alignées. Et pour ça, on va amener le portique des 2 côtés. On le fera à la dernière étape, tout simplement parce qu'à la fin, on va placer les fins de course de chaque côté. Une fois qu'on aura placé les fins de course, on viendra caler l'axe entièrement. Les 2 axes seront perpendiculaires par rapport au châssis, ce qui fait que du coup, on pourra tendre les 2 courroies et comme ça, on sera sûr que les axes bougeront en même temps. Parce que si jamais on en met un de travers, le problème, c'est que vos découpes et vos gravures seront de travers également. Donc du coup, on va faire pareil, on va fixer la courroie, on va venir juste la serrer à l'avant. Ça, je vous demande d'accélérer, puisque vous avez déjà vu comment on fait un côté. Donc voilà, les 2 courroies sont en place. Je ne vais pas serrer l'arrière tout de suite. Comme je vous ai dit, je le ferai à la dernière étape, quand j'aurai bien mis tout correctement pour être sûr que ce soit bien droit. Comme ça me permet d'avoir du jeu sur les courroies. Ça me permet de pousser. Là, vous voyez, je peux pousser, mais ce n'est pas la courroie qui navigue. On le fera à la dernière étape. Donc c'est parti pour l'étape numéro 4 maintenant. Allez, c'est parti pour l'étape numéro 4. Donc on va prendre ça. Donc l'étape numéro 4, on va installer le bloc laser. Et on va avoir du coup toutes les vis avec le petit carénage comme je vous disais. Donc on a un petit carénage de protection, c'est pratique, ça évite d'avoir le faisceau du laser en plein dans la figure si on n'a pas les lunettes tout de suite. Ça permet d'avoir une protection supplémentaire, quoi. Donc du coup, je vais virer l'équerre. Donc là, pour installer le laser, c'est pas compliqué. On va devoir desserrer la petite plaque qui est ici. Donc on prend la clé BTR. Alors c'est pas celle-ci, ça va être la moyenne. Donc on la prend. Là, vous voyez, c'est pas serré. On fera les excentriques à la fin pour tout contrôler, tout calibrer correctement. Donc là, vous voyez, il faut desserrer la petite plaque. Pourquoi? Pour avoir accès aux 2 trous qui se trouvent à l'arrière. On va avoir des petites vis plates, enfin des petites vis avec les têtes plates, pour fixer le laser. On a 2 petits trous ici sur le laser. On va fixer par l'arrière comme ça. Ça, après, tout l'ajustement, le truc d'équerre et tout ça, vous le ferez à la fin, pour être sûr que votre laser est bien monté correctement et tout. Donc là, on peut remonter légèrement. On va le serrer comme ça ne nous gênera plus. Et là, on va fixer le petit carénage. Alors le petit carénage, c'est pas compliqué, vous voyez, c'est découpé au laser, hein, c'est des petites encoches là qui viennent se mettre dedans. Tac. C'est vraiment minimum, hein. Le jeu là, ils ont vraiment coupé. Vous voyez, ça se coince dedans, tellement que c'est coupé limite. Bon, après, c'est pas plus mal.
Au moins ça se barre pas. Alors du coup après il y a des petits trous qui se trouvent dans le carénage, enfin directement dans l'aluminium là. On vient les caler à l'intérieur également. Voilà, on prend la petite vis qu'on met à l'avant du laser. C'est pas plus compliqué que ça. C'est tout simple. Franchement, vous voyez, c'est nickel. Voilà, le carénage est en place. Du coup, comme ça, le faisceau laser, en fait, le petit carénage là viendra à ras la pièce, ce qui fait qu'on ne verra pas le faisceau laser, ça évitera de s'esquinter les yeux. Donc là, l'étape numéro 4 est terminée. On va passer à la dernière étape numéro 5. Je ne vais pas faire de coupure, tout simplement, parce que l'étape numéro 5, c'est la plus simple. On va finir par ça. Le sachet était bien collé celui-là. Donc du coup, vous voyez, on a des petites entretoises comme ça, avec des petites vis. Et en fait, ces deux petites pièces-là vont venir se mettre ici, et vont servir de fin de course. Donc là, c'est la clé BTR la plus petite qui est fournie, qui va nous servir. Tac. Hop. Et là, on en a deux. Du coup, en fait, celle-là va venir se mettre de l'autre côté ici. Et c'est ce qui va nous permettre de faire notre parallélisme. Tac. Et là, maintenant, on va pouvoir serrer nos courroies. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va amener ça. Vous voyez, là, on l'amène à bloc de chaque côté. Là, on l'amène à bloc de chaque côté. Et là, on va prendre nos courroies. Et on va faire en sorte que nos courroies se placent là. Vous voyez, celle-ci, elle est placée correctement maintenant. Là, je vais pouvoir prendre un T-slot, l'amener dans le trou. On le desserre un peu, histoire qu'il se mette en place. Et voilà. Celui-ci, on était calé, donc il est bien placé. Donc du coup, voilà. Donc j'ai serré cette courroie. Maintenant, on va procéder au serrage de la deuxième courroie. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la petite clé BTR ici. Là, on a la poulie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va desserrer la poulie. On va desserrer la poulie avec la petite clé BTR. Comme ça, vous voyez, votre poulie, là, elle est libre maintenant. On va amener comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer la courroie. Enfin, la courroie, on va la tirer en même temps qu'on va placer notre poulie. Là, vous allez prendre votre clé. Et vous allez serrer votre poulie. Voilà. Là, la poulie est serrée. Maintenant, je peux tendre ma courroie. Maintenant, je suis parfaitement parallèle et perpendiculaire en même temps à l'axe ici. Et les deux côtés sont parallèles, ils avanceront en même temps. Maintenant, on peut mettre notre petit slot ici pour finir. Et là, la machine, elle est parfaitement montée. Comme ça, on n'a pas de problème de défaut de parallélisme ou quoi que ce soit. Là, on peut serrer. Maintenant, on peut couper la courroie si on veut. Si on veut garder les petits bouts, c'est pas grave. Par l'arrière, ça dépasse, c'est pas grave. Du coup, il va nous rester un dernier truc à faire. C'est le petit câble ici du laser. On va le prendre. Et là, on va venir le placer directement sur la tête laser qui est ici. Tac. Et là, voilà, notre machine est prête. On n'aura plus qu'à mettre les petits caches et mettre des petits colliers pour faire un câble management propre comme vous voulez après. Voilà, donc la Tomstack A5 Pro est terminée de monter. Alors, il va vous rester une dernière petite étape à faire. Il va falloir contrôler tous les excentriques. Alors, il va falloir prendre la petite clé de 8 ici. Il va falloir également prendre la clé BTR. Alors, la clé BTR va nous servir à quoi? À contrôler les contre-écrous. Également, vous contrôlez tous les contre-écrous de chaque roulette pour être sûr que tout soit nickel. Là, les deux côtés, j'ai de la chance. Les deux verrouilles étaient bien placés. Du coup, les excentriques sont bien sur les deux côtés. Par contre, ceux de la tête étaient desserrés. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai resserré tous les contre-écrous. J'ai resserré également celui qui est ici. Donc, du coup, il faut desserrer la tête laser, la descendre. Et vous avez un contre-écrou ici. Ensuite, vous avez du coup l'excentrique qui va vous rester à contrôler, qui sera derrière la tête laser. Et là, ce contre-écrou, en fait, enfin l'excentrique, il faut le tourner de telle façon que la roulette ne glisse pratiquement plus. Il faut qu'elle soit à la limite de glisser, en fait. C'est vraiment à ce niveau-là, il va falloir le toucher avec la main et vous touchez la roulette. Si vous sentez que la roulette glisse, c'est que vous n'êtes pas bien en contact. Si la roulette ne glisse, il faut vraiment trouver le juste milieu. Après, ce qui va se passer de toute façon, c'est qu'à force de travailler, les roulettes vont se mettre en place, elles vont prendre la forme du profilé. Et là, il faudra les recontrôler plus tard dans le temps, quoi. Mais bon, après, c'est pas tout de suite. Si vous gravez, franchement, par rapport à une imprimante 3D, on a moins de poids en mouvement. Donc du coup, ça va moins s'user rapidement que sur une imprimante 3D, par exemple. Donc du coup, j'ai fait un petit câble management. J'ai mis un petit collier ici. Alors ce que vous faites, c'est qu'en fait, vous amenez vos tracks à fond. Vous l'amenez ici à fond et à fond ici. Comme ça, vous avez la longueur maxi du câble. Et là, vous faites votre câble management, quoi. Vous le montez, vous serrez votre collier. Là, j'ai fait pareil, j'en ai mis deux de ce côté-là. Et après, là, voilà, du coup, je suis à fond en câble. Et comme ça, j'ai pas de problème de ce côté-là. Le câble peut naviguer. Du coup, voilà, la Tomstack A5 Pro est terminée. Câble management prêt. Tout est assemblé, tout est contrôlé, tout est vérifié. On assemble tout d'équerre. On vérifie bien comme il faut tout d'équerre pour être tranquille, pour être sûr que la machine va bien travailler. Super important également de bien contrôler les deux poulies là, et en même temps les serrages pour être sûr que les deux poulies soient bien serrées. Et
comme je vous ai dit, bien contrôler que les deux poulies sont synchronisées. Comme ça, au moins, on avance parallèlement et on est nickel. Comme ça, on n'a pas de problème de ce côté-là. Du coup, on va se retrouver pour une partie 2. Alors, ça ne sera pas tout de suite, hein, je vais prendre le temps de la potasser un petit peu la bécane. Là, c'est la fin de cette partie 1, en fait, c'est juste le montage. La partie 2 sera plus conséquente, en fait, on va passer sur le logiciel. Alors, je vais vous montrer Inkscape. Inkscape, qui est un logiciel gratuit pour faire du dessin vectoriel. Et on va faire, par exemple, on va faire des dessins, on va faire du texte, on va faire pas mal de petites choses. Je vais vous montrer également comment faire des coupes, hein, faire des cercles, des carrés, des trucs comme ça. Après, ça sera à vous de vraiment faire plus poussé, hein, si vous cherchez des objets sur Internet. Il y aura des DXF à trouver. Il y a plein de fichiers déjà qui sont possibles de trouver dans des librairies, hein, style Thingiverse pour l'impression 3D. Là, ça sera du DXF ou même du dessin vectoriel. Vous pouvez trouver du PNG ou pas mal de fichiers. Dans la partie 2, je vais vraiment vous montrer à fond comment mettre en place une découpe, une gravure et comment travailler aussi également sur le logiciel Laser GRBL. Je ne vous fais pas dans cette partie 1 parce que sinon ça va durer trop longtemps. Et je veux vraiment prendre le temps de tester la machine, voir si elle vaut vraiment le coup. Et, enfin, le coup dans les deux sens. Hein. Le coup, est-ce que c'est une machine intéressante? Et est-ce qu'elle vaut vraiment son prix? Parce que c'est une machine qu'on peut trouver environ dans les 240 € sur TomTop. Alors j'ai un code promo que je vous donnerai également, qui vous permettra de la trouver beaucoup moins chère du coup sur TomTop. C'est entrepôt européen, comme ça vous n'aurez pas de frais de douane ni quoi que ce soit. Et franchement, ça respire vraiment la qualité, ça m'inspire déjà. Ça m'inspire, la tête laser c'est bien conçu, la protection ils y ont pensé. C'est vraiment bien fait, c'est simple, c'est léger, c'est super léger comme machine. Franchement je vous dis, vous pouvez l'attraper par ici limite, hein, vous pouvez l'attraper comme ça, genre comme une poignée. Comme je vous disais, faites attention, ne l'attrapez pas par la tige pour éviter de la tordre. C'est vraiment léger. Vous pouvez la plaquer sur un meuble. Franchement, vous pouvez la foutre sur un meuble comme ça. Vous mettez sur le meuble et puis vous l'attachez, hein, vous la fixez avec quelque chose, vous faites un système. Il y a également des petits trous. Vous pouvez fixer ici des équerres. Vous pouvez carrément la fixer directement sur quelque chose, sur une planche. Vous pouvez faire un martyr, par exemple, si vous voulez travailler sur un martyr pour éviter d'esquinter votre table qui se trouve en dessous. Vous avez des petits trous ici. Et en fait, vous pouvez directement fabriquer un martyr, le mettre dessous la machine, et vous avez une machine qui est toute prête. Vous pouvez carrément vous fabriquer tout un système. Alors, il va y avoir différentes petites choses à prendre en compte. Je vais vous les donner maintenant, les petits détails, mais je vous les redonnerai dans la partie 2. Quand vous allez faire de la gravure, si par exemple vous faites de la gravure de plexi ou de la découpe de plexi, tout ce qui est transparent, faites très attention, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous mettez une surface brillante dessous, genre une plaque de verre, ça va diffuser, et tout ce qui est reflet, tout ça, il faut faire très attention avec un laser, parce que c'est super dangereux. Surtout, ne mettez pas la machine sur une plaque de verre, ça c'est super dangereux, à part si vous faites de la gravure de verre, mais là, je pense pas que cette machine-là, on verra si c'est possible de le faire, mais à partir du moment où vous allez faire de la gravure de quelque chose qui est réfléchi, vous mettez les lunettes, c'est super important, pour éviter de vous faire cramer les yeux. Parce que franchement, c'est dangereux, les radiations laser, franchement, c'est primordial de vous protéger les yeux. De toute façon, à partir du moment où vous avez commencé à manipuler, à partir du moment où le faisceau laser s'allume, c'est les lunettes. Pas compliqué, vous mettez les lunettes. Et c'est pareil, si vous pouvez vous mettre des gants, au moins des gants, parce que ça éviterait de vous esquinter les doigts. De toute façon, c'est pour ça que je vous dis, laissez l'étiquette devant, là, c'est super important pour éviter tout accident, quoi. C'est super dangereux comme machine. Donc voilà, faites très attention à ça. Ensuite, comme je vous disais, du coup, on va pouvoir faire de la gravure sur du plexi et tout ça. Le plexi, tout ce qui est transparent, ne le mettez pas à plat en fait. Si par exemple je vais graver du plexi comme ça, je ne vais pas le mettre à plat sur la surface qui est dessous. Pourquoi? Parce que quand ça va cramer, quand ça va passer à travers, si on fait de la découpe, tout ce qui va être dessous va cramer aussi la surface qui est en dessous si le faisceau laser traverse. Le problème, c'est que ça va vous saloper toute la pièce dessous. Donc du coup, quand vous faites de la gravure sur quelque chose de transparent, ou même du bois, hein, si jamais vous voulez vraiment pas que ça crame la surface qui est en dessous, essayez de vous trouver un système, de vous faire des cales pour que la surface ne soit pas en contact avec la surface qui est en dessous. Ça, je vous le redonnerai en détail, de toute façon, dans la partie 2, on va vraiment potasser à fond sur ça. Donc du coup, c'était la vidéo de la Atomstack A5 Pro, donc l'assemblage. On se retrouve pour la partie 2 très bientôt. C'était Christophe pour Neo.dfx.